Bonjour à tous, parlons aujourd'hui dans notre Zoom de la fraude dans la grande distribution. Mon invité aujourd'hui, Martine Donnette. Bonjour madame. Bonjour, merci de nous recevoir. De rien, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit sur notre plateau. Vous êtes ancienne commerçant, fondateur en 1994 de l'association En toute franchise. L'objectif, la lutte contre la fraude des grandes surfaces. Vous publiez avec Claude Diot et Patrick Pazin cet ouvrage, 418 milliards, la fraude de la grande distribution, avec la complicité des élus et de l'administration et d'autres d'ailleurs, mais on va en parler. D'abord, ma première question, Martine Donnette, ce chiffre 418 milliards, à quoi ça correspond? Comment vous êtes arrivé à ce résultat? Alors, 418 milliards, c'est le montant des infractions correspondant aux surfaces illicites, les exploitations de la grande distribution, que nous avons dénoncées au préfet, au ministre et au président de la République, et qui ne sont jamais allés rechercher ces infractions, ces amendes, enfin les astreintes. Si vous voulez, ça reste morte. Alors, vous décrivez un petit peu l'ambiance qui règne au sein de ce domaine, la grande distribution. Vous parlez carrément de système de prédation généralisé. On peut lire ces mots: mensonge, malversation, abus, complicité, concurrence déloyale. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, à travers votre expérience, justement, l'ambiance qui règne dans la grande distribution? Alors, ça se passe tout de suite, au premier échelon, ça se passe avec les élus locaux, d'abord. Et puis après, ça se passe au préfet et après les ministres. C'est-à-dire que certaines enseignes, certaines grosses enseignes, on va dire, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde aussi dans le même panier, mais certaines grosses enseignes s'affranchissent des lois, carrément passent outre, ils obtiennent des dérogations à tout va, et ce qui fait qu'ils arrivent à obtenir comme ça. Si vous voulez, on est dans deux mondes. Il y a un monde comme vous et moi qui respectons la loi, et puis on est dans ce monde, tout se passe en catimini, personne n'est au courant, les consommateurs, je suis sûre qu'ils ne sont même pas au courant comment aujourd'hui la grande distribution arrive à s'implanter, et elle s'implante tout de suite en détruisant des emplois, en détruisant l'environnement. Enfin, c'est une Alors, quelles sont parmi les enseignes de la grande distribution celles qu'on peut classer dans les bons et celles qu'on pourrait dire qu'elles se comportent mal? Alors, je vais vous dire, on a eu des dossiers malheureusement de toutes les enseignes qui n'ont pas respecté la loi. Mais aujourd'hui, on voit quand même que particulièrement, ce sont les grosses enseignes. Quand j'appelle les grosses enseignes, ce ne sont pas des particuliers qui gèrent les supermarchés. Ce sont par exemple les enseignes comme Lidl, Grand Frais, Aldi. Après, vous avez les Carrefour, les Leclerc, Auchan. Vous voyez, ce sont des enseignes qui maîtrisent à la fois leur immobilier, la distribution, les supermarchés, les hypermarchés. Qu'est-ce qui fait qu'ils rentrent un petit peu dans l'illégalité? Est-ce que c'est plus on est gros, plus on est fort, plus on abuse ou quoi? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du scandale, au fur et à mesure de leur tricherie, de leur mensonge, ils ont acquis une puissance financière qui leur permet aujourd'hui d'être encore plus puissants et de pouvoir encore plus tricher. Et tout ça au nez et au su du préfet, parce que le préfet, tout le monde sait qu'il triche, que ce soit la DGCRF, la répression des fraudes, la DDE, le préfet, les ministres, tout le monde sait parfaitement qu'il fraude. Alors, en quoi ça consiste justement ce système de fraude, vous, avec votre expérience? Quels sont les délits que vous avez pu constater? Alors, les délits que nous avons constatés, ça se passe déjà avec les plans locaux d'urbanisme. On s'arrange avec le maire. Les PLU, voilà. Donc, on s'arrange avec le maire, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur des zones inondables, des zones où ils ne respectent pas le quota de construction du règlement des PLU, et on voit bien que les maires, pour faire disparaître les infractions, arrangent les PLU au desiderata de la grande distribution.
Et tout ça, ça se passe en catimini, hein, parce que ça ne repasse pas en enquête publique, etc. Alors, les politiques, vous commencez votre ouvrage par ce chapitre sur les politiques. Expliquez-nous comment ils ont enclenché ce que vous appelez la machine à ruine. Alors, c'est la machine à ruine de la petite entreprise. Parce qu'au fur et à mesure que les lois ont été faites, puisqu'on avait des super lois qui ont été mises en place. La loi Royer, par exemple. Voilà, la loi Royer de 1973. Tout le monde nous dit, mais cette loi n'a pas marché parce qu'elle n'a pas été respectée. C'est pas une loi qui n'a pas fonctionné, c'est une loi qui n'a pas été respectée. En quoi elle consistait, en gros ? Alors, la loi Royer consistait à jouer sur les équilibres. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la loi et au fur et à mesure des gens qui étaient conscients et qui voulaient préserver justement l'équilibre entre toutes les formes de commerce, ont mis des critères. Et donc, on avait le critère à l'emploi, c'est-à-dire que pour 200 mètres carrés, par exemple pour 1000 habitants, il fallait, ou 200 mètres carrés de grande surface. Donc ces lois-là, elles permettaient de préserver les équilibres. Donc on voyait bien qu'il y avait autant de commerçants. Entre les petits commerces de l'urbain et puis les grandes, à la pairie. Ouais, d'accord. Voilà. Donc tout ça fonctionnait très bien jusqu'à 2006, quand M. Sarkozy est arrivé. Et c'est là qu'il a mis en place la loi Michel-Édouard Leclerc, enfin la loi de modernisation de l'économie, qui a été appelée par la suite la loi Michel-Édouard Leclerc, et qui a fait sauter tous ces critères qui permettaient de respecter les équilibres. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui c'est une loi de destruction, parce que, étant donné qu'il n'y a plus aucun critère pour préserver ces équilibres, eh bien on voit bien que c'est la destruction d'emplois, la destruction de l'environnement. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 000 communes qui n'ont plus un seul commerce. Maintenant, ils ont attaqué les petites villes, mais aujourd'hui, on voit bien que les villes moyennes, on arrive aussi à un appauvrissement du commerce de centre-ville. Donc, on a un cadre de vie complètement détérioré. Et donc, aujourd'hui, ça continue. Il n'y a rien qui est fait pour stopper ce mécanisme. C'était une loi donc du ministre de l'économie et des finances, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pouvez un petit peu rentrer dans le détail de cette loi? En quoi est-ce qu'elle a cassé justement ces équilibres? Eh bien, elle a supprimé tous les critères. Donc, c'était les deux principaux critères. C'est-à-dire que c'était le critère de densité commerciale. Donc, autant de commerces en centre-ville, autant de commerces en périphérie. Il y avait un équilibre qui se jouait, donc là, ça a sauté. Et après, il y avait le critère à l'emploi. C'est-à-dire que quand on donne une autorisation, on vérifiait que tant d'emplois étaient... par rapport au nombre d'emplois qui étaient créés, combien d'emplois résistaient à cette implantation. Donc, à partir du moment où ils ont fait sauter ces deux critères, ça a été une libéralisation totale de la grande distribution. Et c'est à partir de 2006 que vous avez vu que tous les centres-villes ont été détruits. Sacrifiés, oui. Voilà, sacrifiés. Et donc ça s'est enchaîné avec, vous le citez, la loi Pinel 2014. Et Macron et Le Maire, voilà, vous intitulez ce chapitre, Macron et Le Maire, le nouvel ami des gros. Il faut savoir que M. Macron, qui est aujourd'hui président de la République, il faut savoir quand même qu'il est à Bercy depuis 2006 et qu'il a fait partie de la commission... 2016, plutôt. Non, 2006. M. Macron. Inspecteur des finances en 2006 à Bercy. D'accord. Donc de 2006, il a fait partie de la commission Attali. Donc il a été tout dans ce chapitre, puisqu'il a même modifié lui-même la loi Royer quand il a passé sa loi au 49.3, où il a supprimé, il a encore abaissé la viabilité de la loi Royer. Donc à partir de 2006, en fait, M. Sarkozy et M. Macron ont travaillé de concert à... Ah, tout à fait. D'accord. Tout à fait, puisque la loi de 2008, donc M. Macron était inspecteur des finances, il était à Bercy. Après, il est à la commission Attali, sous la présidence de M. Sarkozy. Ouais. Et après, M. Macron, il a toujours été à Bercy. Donc, il sait parfaitement aujourd'hui. Et quant à M. Bruno Le Maire, il faut savoir que M. Bruno Le Maire, lui, lorsqu'il était
candidat à l'élection présidentielle, je vais vous lire un chapitre parce que ça vaut quand même son pesant. Son pesant de cacahuètes. Voilà. Quand il est candidat à la présidentielle, il nous le dit, oui, de toute manière. Vous avez écrit un courrier, là, c'est un oui, courrier oui, qui vous c'est a un courrier, envoyé. voilà, directement à Mme Denette, présidente de l'association. On mettra en incrustation derrière. Voilà, on a un présidente de l'association en toute franchise, donc il nous dit je suis engagée avec force et sur le scandale que représente la mauvaise application de la loi sur la liberté d'entreprendre, la loi d'orientation. Et après, il répète « Je souhaite rétablir un État fort où les décisions de justice seront respectées, où les lois seront appliquées. Depuis trop longtemps, l'expansionnisme de la grande distribution privilégie les promoteurs immobiliers et contribue à la destruction du commerce de proximité. » Monsieur le maire est maintenant ministre de l'économie et des finances. Qu'est-ce qui se passe depuis son arrivée à Bercy? Il ne se passe rien? Il ne se passe rien. Alors non seulement il ne se passe rien, mais nous lui avons envoyé des sommations interpellatives en lui donnant des dossiers sur des surfaces illicites. Naturellement, il renvoie ça dans ses secrétariats, dans ses commissions. Mais malheureusement, M. Bruno Le Maire n'agit absolument pas. C'est nous qui sommes obligés de faire les procédures contre les préfets pour faire appliquer la loi. Alors que devrait être M. Bruno Le Maire, puisque M. Bruno Le Maire est le ministre en charge de la répression des fraudes. Donc il ne fait rien. Vous avez aussi un chapitre sur les élus locaux, ça commence comme ça. Corruption à tous les étages. Vous poursuivez plus loin, Martine Denette. Un pouvoir quasi féodal. C'est quoi? C'est tous pourris, les élus locaux? Alors, je ne vais pas dire tous pourris, mais ceux pour lesquels nous avons traité des dossiers, malheureusement, ils n'ont pas été d'une grande, une grande démocratie. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des recours contre des projets, parce que les projets ne respectent pas la loi, eh bien, ces élus locaux font des représailles aux commerçants. Ils vont ouvrir la chaussée pour pas que les clients puissent rentrer dans le commerçant qui attaque. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, quand on dit c'est la féodalité, c'est-à-dire que le maire se prend maître. Il n'est plus, si vous voulez, le représentant de l'intérêt général de la commune. Il est le maître sur son terrain. Et il le dit carrément, j'ai des projets. Mais quand il dit j'ai des projets, ce ne sont pas des projets pour l'intérêt général. C'est des projets pour des intérêts particuliers. Oui, quand il agit, par exemple, le maire, il a le pouvoir et même le devoir d'installer sur sa commune des HLM, des habitations à logement modéré. Il choisit quoi entre le supermarché et les HLM? Ah ben, il choisit le supermarché. Alors, je vais vous donner l'exemple. Ça rapporte plus. Déjà, c'est suspicieux, si vous voulez, parce que, on peut la citer, hein, c'est la maire de Saint-Martin-de-Crau. Alors, elle a un terrain. Ce terrain a vocation à faire des logements sociaux. Déjà, elle déclasse ce terrain pour ne plus faire des logements sociaux, mais pour faire du commercial. Et lorsque le domaine fixe le prix des terrains pour la vente à Aldi, qui se présente pour acheter ce terrain, les domaines lui indiquent que le terrain il vaut 1 million d'euros. Mais quand ça passe au conseil municipal et que la vente se fait à Aldi, ça redescend à 500 000 euros. Et en plus, de surcroît, Madame le maire est condamnée par le préfet ou par je ne sais quel organisme, enfin c'est un organisme d'État quand même, elle est condamnée parce qu'elle ne réalise pas les logements sociaux. Donc elle ne réalise pas les logements sociaux, elle vend les terrains moins chers et en plus après elle emprunte 500 000 euros parce qu'il manque de l'argent aussi à la municipalité. Ça tourne très bien. Et ça tourne très bien, voilà. Ils sont réélus, c'est ça. Ouais. Alors, où je ne comprends pas, c'est comment les citoyens ne sont pas plus attentifs à regarder ce manège qui se passe dans les municipalités. Toutes ces affaires ne sortent pas dans la presse. Que font les journalistes locaux ? Les journalistes locaux, nous on a la chance, c'est qu'une fois qu'on a fait le recours contre ce dossier, il est paru dans la presse. Mais si nous, on ne fait pas le recours, si on ne va pas chercher le journaliste, c'est des affaires qui ne sortent pas.
Il y a aussi une histoire d'annonceurs avec cette petite presse. Ils sont aussi tributaires bien sûr, des marques qui leur donnent, qui leur achètent de l'espace publicitaire. Tout à fait. Les annonceurs c'est quand même la grande distribution qui sont dans les journaux locaux. Donc forcément. Alors vous évoquiez un petit peu tout à l'heure les préfets qui sont le relais du pouvoir exécutif sur le terrain. Quel rôle jouent-ils ? Qu'il devrait jouer ou qu'il joue. Alors, normalement, le préfet est là pour contrôler les infractions. Ouais. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où le promoteur du supermarché dépose un dossier pour créer son entreprise. Et là, il ne contrôle absolument plus rien. Le préfet, dans le dossier, il peut y avoir tous les mensonges possibles et inimaginables de la grande distribution. Il n'y a personne qui contrôle. Ça, c'est le premier rôle qu'on lui reproche, parce qu'il y a beaucoup de procédures qui ne seraient pas faites si la loi était respectée de ce côté-là, puisque rien n'est vérifié. Et après, vous avez les surfaces illicites. Et là, quand on dénonce au préfet qu'il y a des surfaces illicites qui sont sur son territoire, dont il a les autorisations... C'est quoi une surface illicite, madame ? Alors, les surfaces illicites, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple par rapport à Leclerc-Genêt dans le Rhône. Vous avez le Leclerc, il a une autorisation de 2700 mètres carrés. Et il empiète, il dépasse. Lui, il pousse les murs. Ouais. Et là-dessus, quand il commence à demander une autorisation d'extension, il annonce qu'il exploite 4900. Donc, si vous voulez, où il est le préfet, là, il exploite 4900 mètres carrés. C'est Leclerc qui annonce qu'il exploite 4900 mètres carrés. Le préfet a dans ses archives les autorisations et il ne contrôle rien. Et ça dépasse et il dit rien. Ouais. Attendez, là, 2000 mètres carrés sur 4700, c'est presque la moitié. Et vous pensez qu'il ne fait pas son travail, le préfet, ou que justement il connaît l'information, mais qu'il ferme les yeux ? Écoutez, là, certainement qu'il n'a pas les ordres de Bercy pour faire rentrer l'argent des infractions. Ça, c'est la première chose. Il a quand même un pouvoir, il sait quand même ce qu'il faut faire. Le préfet, hormis les dossiers qu'on lui dépose pour lui faire appliquer, pour qu'il agisse et pour qu'il applique la loi, si on ne va pas lui toquer à sa porte, il n'agit absolument pas. Bon, alors, il y a un petit problème avec les politiques à la base de tout ça, les élus locaux, les préfets, les juges dans tout ça, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État. Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Il se passe avec eux, ils ne regardent que le dossier qui a été examiné. Mais le dossier examiné est plein de fraudes, plein de tricheries, plein de mensonges. Donc, automatiquement, ils ne regardent que les mensonges. Et qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple, par rapport à l'environnement ? Lorsqu'on lui dit, mais attendez, là, la zone rouge n'a pas été respectée, que ça soit le tribunal administratif, la cour d'appel ou le Conseil d'État, ils nous disent, mais madame, ce que vous nous dites, enfin je dis madame parce que je parle pour l'association, et ils nous disent, mais c'est inopérant. Ils ne regardent pas les fraudes. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on dit que c'est un système bien rodé, parce que les fraudes sont déposées au bureau du préfet, au secrétariat. Le préfet ne regardera pas les fraudes pour être examiné. Le dossier est autorisé. Quand on va devant le tribunal, le tribunal, il regarde que les fraudes qui ont été déposées. Et là, vous ne pouvez pas agir. C'est la fraude légale, en fait. C'est l'organisation de la fraude légale. Mais tout ça, c'est organisé du gouvernement. Ça passe du gouvernement, les députés, le préfet et les services instructeurs. C'est ça, un système bien huilé, tout ça. Ah oui. Et le maire sait parfaitement. Quand dans un dossier, vous avez que le dossier est sur une zone Natura 2000 ou qui est sur une zone agricole ou sur une zone humide, le maire, il le sait bien, lui, que ça ne correspond pas à la réglementation. Lui, il continue à signer et l'autorisation, le permis de construire, et ça se construit. Alors vous, Martine Denette, avec
avec la personne avec qui vous avez écrit, Claude Diot, vous êtes lésé évidemment en tant que consommateur, mais est-ce que le citoyen, le consommateur, lui aussi, il a quelque part, intérêt à agir? Mais en fait, c'est quoi le problème de ce système pour le citoyen? Alors, le problème de ce système pour le citoyen, c'est déjà la destruction d'emplois. Je vais vous montrer, j'ai la courbe là du chômage. Voilà. Le chômage, vous savez très bien que la grande distribution est toujours en train de dire on crée des emplois, et si le préfet ne va pas contrôler, c'est par rapport aux emplois. Voilà la courbe du chômage. La courbe ne fait que cesser de monter. Oui. Aujourd'hui, je mélange deux par rapport aux consommateurs. Aujourd'hui, la consommation, elle augmente que de 6%. Les surfaces de la grande distribution augmentent de 27%. Si réellement la grande distribution, avec tous les millions de mètres carrés qu'elle a créés sur le territoire national, si elle avait créé des emplois, aujourd'hui, il n'y aurait plus de chômage. Donc vous dites par rapport au consommateur, le consommateur, il est lésé. Parce que le consommateur, il est toujours en train de dire, je veux des prix bas, je veux aller à la grande distribution. Mais si le consommateur, avec tous ces emplois qui ont été supprimés, si le consommateur avait un emploi et qui gagnait bien sa vie, il pourrait consommer autrement que des prix bas. Il pourrait aller faire revivre les centres-villes. Ouais. Il pourrait retrouver des emplois qualifiés. Vous comprenez ? D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un système organisé. Ça ressemble à une mafia, tout ça, quand même. Mais c'est pas une mafia, parce qu'il n'y a pas de mafieux, heureusement, encore en France. Parce que c'est légal. Mais c'est un système mafieux organisé, voilà, et dont personne ne veut changer le système, surtout. Alors, ce qui est aussi, parce que ça, il faut quand même le rapprocher, c'est que quand vous avez la courbe du chômage qui monte, vous avez aussi la courbe de la pauvreté qui monte. Donc, ça montre bien que la suppression, la destruction d'emplois a des conséquences sur le pouvoir d'achat, a des conséquences pour le consommateur. Et puis aussi, après, vous avez toutes les conséquences qu'il y a sur les services publics. Donc on est en train de fermer, on ferme des hôpitaux, on ferme des écoles, alors que tout cet argent pourrait justement venir aider à recréer des services publics. Alors, Martine Denette, votre ouvrage, évidemment, est le résultat de 25 ans de votre activité au sein de votre association. Je le disais tout à l'heure, en toute franchise, vous comptez aujourd'hui une quarantaine d'antennes départementales. Comment est-ce que vous défendez concrètement les commerçants ? Alors, nous, on défend les commerçants sur la base des projets qui sont présentés. Si vous voulez, notre association, elle s'est orientée sur cette défense. C'est-à-dire que nous, on dénonce qu'à chaque fois qu'il y a une implantation, c'est la destruction des emplois du commerce de proximité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent pas faire d'analyse et qu'ils veulent pas donner les chiffres. Parce qu'ils donneraient les chiffres. Si vous voulez, par exemple, vous avez le député Charrier. En son temps, il était rapporteur de la loi LME et lui annonçait clairement que 200 emplois créés dans la grande distribution, c'était entre 600 et 700 emplois qui étaient détruits dans le commerce de proximité, la petite distribution et la paysannerie, si vous voulez, c'était un ensemble. Donc, le travail de notre association, c'est pour essayer, je dis bien essayer parce que c'est très difficile, c'est d'essayer justement qu'il n'y ait plus d'implantation pour sauver le peu de commerçants qu'il reste encore en place. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de 20 000 communes qui n'ont plus un seul commerce. Et aujourd'hui, vous avez des gens, mais ils sont obligés de prendre la voiture pour aller acheter une baguette de pain. C'est vraiment... il y a des endroits, c'est le désert commercial. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble. Il faudrait une émission de 4 heures pour arriver à tout expliquer, toutes les conséquences et voilà. Alors, ma dernière question, Martine Denette, depuis plus de 10 ans maintenant, vous sollicitez une enquête parlementaire sur justement les pratiques de la grande distribution. Vous proposez même aux élus de mettre à leur disposition votre travail. Qu'est-ce qu'on vous a répondu en haut lieu ? Alors,
En lieu carrément à Bercy, quand des journalistes se sont déjà intéressés, hein, puisque ça fait des années qu'on dénonce toutes ces surfaces illicites, et il y a quand même des députés et des sénateurs qui ont posé des questions. Et on a des journalistes qui sont allés carrément à Bercy poser la question, mais qu'est-ce que vous faites pour les surfaces illicites ? Ils ont dit laissez, c'est des fous, c'est tout juste si on est des gens normaux, quoi, pour dénoncer. Ils veulent absolument pas aller contre ce système, puisque c'est un système qui les nourrit. Ils vont pas aller contre ce système. Les politiques à Bercy ont répondu aux journalistes que vous étiez des cinglés, en gros. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, bah, c'est cohérent. Ben, au moins. tout est dit. Voilà. C'est ça. Donc on peut pas discuter avec eux. Mais par rapport à la commission d'enquête parlementaire qu'on aimerait qu'elle se réalise, il nous faut pour ça qu'on ait un mouvement citoyen qui réclame justement de faire l'inventaire de toutes ces surfaces illicites pour que vraiment on puisse faire rentrer dans les caisses de l'État le montant des infractions, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des sociétés qui se sont enrichies sur des surfaces illicites, sur des surfaces illégales, alors qu'il manque tout cet argent dans les hôpitaux, les écoles, la poste, les services. Voilà, c'est tellement la désolation sur tout le territoire que ça serait bien que cet argent rentre dans les caisses de l'État. 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration. Martine Donnette, merci d'être venue sur notre plateau. Ben c'est nous qui vous remercions. Enfin, que je dis nous, hein, parce que c'est pas Martine Donnette, je représente l'association et les commerçants qui nous font confiance. Merci madame. Merci.